Jeux, des défis et des espoirs du continent africain. Africactu, c'est 52 minutes d'analyse, de révélation et de débat sans concession. L'actualité ne laisse personne indifférent. Africactu, votre nouvelle émission bimensuelle à retrouver à 20h30 uniquement sur Espace TV Europe. Espace TV Europe, disponible partout en France chez tous les opérateurs. Eh bien, voilà pour cette seconde mi-temps de notre émission. Nous accueillons monsieur le professeur Jean-François Akandji Kombe, professeur de droit à la célèbre université de la Sorbonne à Paris, créée en 1257, ça ne s'invente pas. Et vous dirigez à la Sorbonne un master 2 des droits humains. Des droits africains. Sur l'Afrique. Des droits africains, donc un master sur l'Afrique. D'accord. Et écoutez, justement, vous avez eu la gentillesse de nous accorder une interview sur africapresse.paris et j'ai découvert votre engagement et aussi l'amplitude des méfaits du groupe Wagner dans votre pays d'origine, la Centrafrique, puisque désormais vous êtes franco-centrafricain. C'est bien cela. Et je dis bien Wagner et pas Africa Corps, parce qu'en Centrafrique, c'est le canal historique qui tient les choses et qui en fait est en train de faire une captation de l'État centrafricain. Et vous dites, cette volonté était visible dès le début de leur arrivée. Alors racontez-nous un peu l'histoire. C'était quand leur arrivée? Enfin, je parle des mercenaires de la soldatesque de Wagner, bien sûr. Et comment ça s'est vu qu'ils avaient des ambitions de détourner les richesses du pays? Avant toute chose, je vous remercie de m'inviter, Monsieur Mignot. Sur la question des Wagner, sur l'arrivée des Wagner en République centrafricaine, parlons pour l'instant des Wagner sans qualifier mercenaires. Peut-être que nous y reviendrons parce que précisément, Wagner a été pensé, construit et organisé pour pouvoir échapper au droit. Pour échapper à la responsabilité pour les crimes qui sont commis, qui sont des crimes économiques, des crimes de sang, des crimes de tout genre. Peut-être y reviendrons-nous, mais en tout cas, Wagner est arrivé en République centrafricaine en 2017. Il se trouve que à cette époque-là, j'avais accepté de rejoindre l'Assemblée nationale à la demande du président de l'Assemblée nationale de l'époque, Abdou Karim Mekassoua, pour y travailler, pour appartenir à son cabinet en tant que conseiller juridique. Et parmi les dossiers dont j'étais chargé, il y avait notamment le dossier de la mise en œuvre de la nouvelle constitution, celle de 2016, qui comportait pour la première fois en République centrafricaine des dispositions sur les ressources naturelles et qui prévoyait que les ressources naturelles, dorénavant, les contrats sur les ressources naturelles devaient être précédés par une autorisation préalable donc de l'Assemblée nationale. Il fallait organiser cela. Et ça coïncidait avec l'arrivée des Wagner. Lorsqu'on préparait cela, ça coïncidait avec l'arrivée des Wagner qui, évidemment, avaient passé des contrats ou avaient passé des accords, mais qui sont restés des accords évidemment secrets. L'opacité est un principe. Et en 2017, les premiers éléments du groupe Wagner vont arriver en se présentant officiellement comme étant des instructeurs de l'armée sans autre prise, sans autre emprise dans le pays et sans autre fonction dans le pays. Wagner est arrivé, a créé plusieurs personnes juridiques, c'est-à-dire plusieurs sociétés de sécurité, sociétés d'exploitation du bois, sociétés d'exploitation de l'or et des autres ressources naturelles, une société également à la prise de contrôle de secteurs de l'économie, dont par exemple la brasserie, il y avait des Français auparavant, la brasserie, la distribution de carburant, etc. Et là où je vais y venir, et pour écourter en quelque sorte, pour aller à l'essentiel,
Vous avez parlé tout à l'heure de la capture de l'État ou de l'accaparement de l'État. C'est une dimension essentielle qui est arrivée, je dirais, euh, à son paroxysme en République centrafricaine et en République centrafricaine seulement. Malheureusement, pour la République centrafricaine et pour les Centrafricains, le pays est devenu le laboratoire en Afrique, et peut-être même à travers le monde, de l'action des Wagner, de l'organisation des Wagner. Et on peut dire, et vous avez raison, qu'aujourd'hui, en République centrafricaine, nous avons le premier État Wagner du monde, au monde, contrôlé par les Wagner. Contrôlé au point où les questions de sécurité, d'abord, l'emprise a commencé par la sécurité du président de la République, ils sont garants de la vie et de la mort du président de la République. Et c'est lui qui leur a fait appel, plutôt que d'être... Une garde prétorienne, quoi. Une garde prétorienne, mais ça n'a jamais été présenté comme cela. Comme je vous l'ai dit, ça a été présenté comme des instructeurs. Mais d'emblée, ils ont assuré la garde prétorienne du président de la République. Et ensuite, et à partir de là, le président s'est vu, je dirais, accoler un conseiller en matière de sécurité qui était à l'époque, son nom m'échappe, conseiller à la sécurité, le commandement sur l'armée, la restructuration de l'armée sous leur contrôle et par extension, une sorte de direction de l'ensemble des opérations des forces de sécurité, de défense et de sécurité sur le territoire. Et avec un équivoque qui leur a permis de prendre un autre contrôle en matière de sécurité, qui est que l'armée centrafricaine, compte tenu de ce moment que nous décrivons, 2016-2017, il y avait des groupes armés en nombre, 14, puis ensuite 20, 21, des groupes armés pour lesquels les accords de paix, ce qu'on a appelé les accords de paix, étaient dirigés. Ces opérations-là étaient sous l'égide de Wagner. Donc ils ont pris possession du pays à travers tous ces enjeux de sécurité. Mais plus encore, les institutions, l'ensemble des institutions a été pris en otage d'une certaine manière. Et il y a une préhension là-dessus. L'Assemblée nationale, le gouvernement, le Conseil et la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel dans un premier temps, la Cour constitutionnelle ensuite, et la preuve, en tout cas, l'élément pour accrocher cela à la réalité centrafricaine du moment, les élections passées ont été organisées par les Wagner. Les institutions, l'autorité nationale des élections, la Cour constitutionnelle ont été en stage à Moscou pour apprendre, sans doute, comment on truque des élections et comment on maintient une emprise sur les élections. Et tout cela a été précédé par un élément fondamental qui est l'opération de changement de constitution. La présidente de la Cour constitutionnelle d'alors a témoigné d'ailleurs qu'avant de lancer cette opération-là, une délégation du groupe Wagner est venue dans son bureau à la Cour constitutionnelle pour lui poser des questions et ensuite pour lui enjoindre de soutenir le processus qui allait venir de changement de constitution. Et ce changement de constitution a été fait pour verrouiller le débat démocratique, a été fait pour contrôler complètement les institutions. Et donc, de cette manière-là, il reste tout le domaine économique, mais nous y reviendrons. Mais en tous les cas, vous avez raison de dire que Wagner, en République centrafricaine, l'État en République centrafricaine est un État qui est préempté par Wagner, c'est un État qui est capturé par Wagner, et Wagner procède ou agit en République centrafricaine avec les moyens de l'État et tous les moyens de l'État, ce qui ne fait pas, par exemple, en Afrique de l'Ouest, puisque vous avez évoqué le cas de l'Afrique de l'Ouest tout à l'heure. Et donc, c'est une situation atypique, unique. Alors, en fait, tout ça a été possible grâce à la seule complicité du chef de l'État. Mais tout cela il n'y a pas eu d'opposition à mesure que les choses se faisaient. Il n'y a pas eu de... Il y a eu des oppositions.
il y a eu des oppositions des institutions. Ouais. Ça a commencé par l'Assemblée nationale. J'ai évoqué tout à l'heure le dossier des ressources naturelles. La Constitution prévoyait que tout projet de contrat puisse être transmis à l'Assemblée nationale, qui en débat, qui donne une autorisation préalable ou pas. Et ensuite, il y avait une obligation constitutionnelle de publier, c'est-à-dire d'une transparence à l'égard des Centrafricains et à l'égard du public en général. Les Wagner, n'y ayant pas intérêt, avaient décidé, avec le chef de l'État, avec le concours du chef de l'État, de neutraliser ce processus. Et puisque le président de l'Assemblée nationale de l'époque ne l'entendait pas ainsi et souhaitait l'application de la Constitution, qu'est-ce qui s'est passé? On a organisé, j'étais à Bangui, je l'ai vu, des éléments de Wagner circuler dans Bangui, venir à l'Assemblée nationale avec des mallettes, la corruption, bien sûr. Et la corruption, pourquoi faire? Pour destituer le président de l'Assemblée nationale qui ne convenait pas. Utilisation des moyens juridiques du pays pour atteindre ces objectifs-là. Et donc, il y a eu des oppositions des institutions, il y a eu des oppositions de la société civile, mais en République centrafricaine, mais je le conçois parfaitement, notre pays finit par désespérer les uns et les autres, et parfois on saute, on passe à d'autres choses. Mais les nombres de disparitions en République centrafricaine, le nombre d'assassinats en République centrafricaine, le nombre de jugements hors la justice, parce que Wagner, en République centrafricaine, a ses propres tribunaux, si on peut le dire, et puis ses propres salles de torture, etc., etc. Donc, tous ceux qui se sont élevés, soit ils sont morts, soit ils sont en prison, soit ils sont en exil. Et donc, le verrou de la neutralisation a été la modification des lois et de la constitution du pays. J'ai parlé tout à l'heure de la constitution, mais les lois, c'est aussi le même processus qui a été suivi. Figurez-vous qu'en République centrafricaine, nous avons, pas dans les cartons, dans le processus actuellement, le projet d'adoption d'une loi sur les agents de l'étranger, qui sera la duplication de la loi russe, qui permet de contrôler et d'exclure, de cibler et d'exclure toute personne qui ne convient pas dans le pays, ou en tout cas qui a des propos qui ne vont pas dans le sens de la politique du pays. Moi, par exemple, je suis agent de l'étranger parce que j'ai une double nationalité. D'autres seront agents de l'étranger parce qu'ils reçoivent une subvention pour un projet, par exemple, de la part d'une ONG, de la part d'un gouvernement, de la part d'une institution internationale. Et tout cela, évidemment, il y a la criminalisation de cela. Le code pénal est censé être modifié pour pouvoir appliquer des sanctions pénales à ce qu'ils considèrent comme étant de la collaboration avec l'étranger pour des intérêts étrangers. Et ceci, le grand paradoxe, c'est que c'est un État wagnérisé qui pose ça, c'est-à-dire un État qui est entre les mains de l'étranger, qui est en train de mettre en place ce dispositif. C'est une dictature qui est en train de se mettre en place. La dictature est déjà en place, elle est même flamboyante. En revanche, c'est une chose que je n'ai pas compris, parce que dans l'entretien que vous avez accordé à Africa Press, Point Paris, vous dites, pour accélérer le pillage des ressources, telles que la crypto-monnaie et la tokenisation des ressources naturelles, mise en place d'outils sophistiqués, mais la tokenisation, justement, ça sert à sécuriser la réalité des choses, non? Alors c'est détourné, comment C'est censé servir à ça. Vos auditeurs doivent comprendre d'abord que cette affaire de la crypto-monnaie a démarré en 2020-2021, et que j'ai porté avec un certain nombre de compatriotes un recours, à l'époque c'était encore possible, devant la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation de l'ensemble des opérations de crypto-monnaie. Pourquoi ? Non pas parce que nous serions opposés à la modernité, la crypto-monnaie et les techniques
La technologie, comme on le dit, qui est au support de la crypto-monnaie, ce sont des éléments qui peuvent servir les intérêts du pays et les intérêts des pays africains d'une manière générale. Sauf que dans le dispositif en question, c'est une vente à la découpe du pays. Vous achetez vous achetez de la crypto-monnaie pour un certain montant, qui est aux alentours de 20 000 $, vous recevez automatiquement la nationalité centrafricaine et un passeport centrafricain. Vous l'achetez. Et inconditionnellement. La seule condition, c'est que vous payez le prix. Vous ajoutez encore un peu. Vous achetez un lot supplémentaire. Vous avez accès au foncier, la terre centrafricaine. Et si vous mettez suffisamment, vous avez accès aux ressources naturelles à travers la tokenisation. Et nous, notre réflexion, ce qui nous a conduit à introduire ce recours était que on ne peut pas vendre la nationalité d'un pays qui est l'identité de ce pays. Prenons une hypothèse. Un magnat du trafic de drogue reste dans son pays, n'est jamais venu en République centrafricaine, et derrière son ordinateur, et il injecte des millions de dollars ou des milliards de dollars dans le circuit. Il aura acheté autant de nationalités centrafricaines qu'il y a de multiples de la somme que j'ai évoquée tout à l'heure. Ce qui veut dire que, socialement et politiquement parlant, on peut par ce biais-là peser sur les prochaines élections et sur les transformations du pouvoir en République centrafricaine. On peut arriver à une délocalisation complète du pouvoir des Centrafricains qui sera entre les mains de magnats qui auront acheté de la crypto-monnaie centrafricaine. C'est déjà un premier élément. Le deuxième, la terre centrafricaine, et d'ailleurs, le fait est qu'aujourd'hui, la terre centrafricaine n'appartient plus aux Centrafricains. Et tout cela, je dirais, en violation de la loi même centrafricaine qui prévoit, la Constitution prévoit que ces questions qui sont des questions essentielles, la question de la nationalité et la question foncière, ce sont des questions qui sont réglées par le Parlement, par l'Assemblée nationale, doivent faire l'objet donc d'un débat public et de dispositions qui sont adoptées au vu et au su des Centrafricains dans leur ensemble. Et on y ajoute la tokenisation, et c'est le sens de votre question. En principe, la tokenisation, vu la manière dont c'est conçu, c'est censé, dans les rapports entre le pays et les investisseurs, c'est censé être une garantie, à la fois pour l'État et pour les investisseurs. En République centrafricaine, ce n'est pas du tout le cas. La loi sur la crypto-monnaie, par exemple, a été adoptée, il n'y a pas eu de décret d'application. Tout le dispositif de la crypto-monnaie a été construit sur la base de déclarations ou de communiqués de la présidence d'une page Twitter, Twitter, on ne dit plus Twitter maintenant, d'une page X et d'un site internet dédié qui faisait la promotion de la crypto-monnaie. Donc, il n'y a pas d'élément juridique de garantie parce qu'on a fait exprès tout ça. Et ensuite, la question de la tokenisation soulève la question des données. D'abord, la tokenisation implique la mise en place d'outils informatiques et de bases de données qu'il faut être en capacité de produire. Et notamment, lorsque je parlais tout à l'heure des décrets d'application, il y avait, pour un certain nombre de questions, la loi renvoyait à des décrets. Par exemple, la question de la protection des données. Par exemple, la question de la souveraineté de la République centrafricaine sur ces données et sur les différents éléments de la transaction. Ce décret n'existant pas, on a transféré tout ça dans les pays du Golfe. Tout le dispositif de la crypto-monnaie se fait à Abu Dhabi, dans les États du Golfe. Et donc, voilà, nous avons introduit ce recours, et d'ailleurs, ce recours a prospéré puisque la Cour constitutionnelle nous a donné raison et a annulé l'ensemble du dispositif, mais aujourd'hui encore, a annulé en 2022. Mais aujourd'hui encore, ce système, qui est un système opaque, mafieux au possible, et un système de dépossession des Centrafricains, il est plus flamboyant que jamais. Le business se poursuit. Nous serons étonnés demain de voir qu'il y a eu des Centrafricains, peut-être des milliers de Centrafricains nouveaux, par des voies que les Centrafricains ne maîtrisent pas,
alors que la loi prévoit en amont un contrôle et une vérification de ceux qui accèdent à la nationalité centrafricaine. Hein. Et je peux le dire, ces nouveaux Centrafricains, c'est des prédateurs économiques. Ce sont peut-être des criminels même dans leurs activités dans leur pays, en tant que trafiquants de drogue ou de la criminalité économique. Nous sommes en train d'importer, en tout cas ils sont en train d'importer, à travers tout ce dispositif-là, le malheur des Centrafricains pour demain. Non, oui, vous évoquiez la mainmise sur l'administration économique de l'État. Voilà, vous venez de donner un exemple indirect, si on veut, de manipulation pour... Deux exemples pour que vous compreniez la profondeur du mal. Le groupe Wagner a un accord de partenariat avec un ministère de notre pays, pas n'importe lequel, le ministère de l'économie et des finances. Deuxième exemple, le groupe Wagner a décidé de son propre chef d'être une officine, en tout cas une agence de recouvrement des droits de douane de la République centrafricaine, et ceci se traduit physiquement, concrètement, par le fait que, à des points douaniers aux frontières, ce sont les chauffeurs qui entrent, les différentes marchandises qui entrent par n'importe quel moyen, c'est des agents de Wagner, à des éléments de Wagner qu'ils ont affaire. Ils prélèvent, ils demandent à recouvrer cet argent en liquide. Ce sont ces agents, c'est le groupe Wagner qui décide de ce qui sera reversé dans les caisses de l'État. Et ceci est arrivé à un moment qui était un moment, je dirais, délicat pour le pouvoir, parce que dans le deal avec Wagner, il y a bien sûr les ressources naturelles. J'espère que nous y reviendrons, parce qu'il y a un pillage de l'or centrafricain qui est considérable. Il y a les ressources naturelles. Ils ont des contrats miniers, des contrats forestiers qui leur permettent d'assurer une partie du financement par la République centrafricaine. Deuxième branche, c'est le trésor centrafricain qui leur verse des sommes qui sont des sommes considérables. Et à un moment donné, la République centrafricaine ne le pouvait pas. Et même les partenaires, les financements par les partenaires internationaux qui étaient dérivés vers le groupe Wagner ne suffisaient pas. Et donc ils ont décidé de compléter leur rémunération en vertu de leur contrat par le prélèvement direct à la source des droits de douane. Et donc, ces deux exemples, je pense, suffisent pour montrer que dans aucun pays au monde, dans aucun pays en Afrique, dans aucun pays au monde, on a un tel phénomène et on ne peut accepter un tel phénomène. Vous l'avez développé sur le pillage des ressources naturelles, l'or? Alors, sur l'or, nous avons, en République centrafricaine, aujourd'hui, la position du groupe Wagner est une position, je dirais, il est en position dominante pour l'or et pour le bois précieux, par exemple. Je ne prends que ces deux-là. En République centrafricaine, la plus grande mine d'or, qui est la mine de Ndassima, est entre les mains de Wagner. C'est une mine, la mine de Ndassima, autour de laquelle d'ailleurs les autorités centrafricaines sont non grata. Les autorités locales, même un ministre de la République ne peut pas aller sur le site pour contrôler ou pour faire des vérifications. Cette mine, selon les estimations qui existent, c'est une mine qui offre au groupe Wagner par an au moins, alors selon les sources, c'est 2 ou 3 000 millions de dollars que Wagner capte sans verser un centime aux caisses de l'État, sans évidemment respecter les termes des contrats miniers qui, en République centrafricaine, obligent le co-contractant de l'État à accomplir un certain nombre d'ouvrages au profit de la population, des routes, des écoles, et à cela s'ajoute
que dans le cadre de ce pillage, le pays et ses habitants connaissent à nouveau ce que c'est que le travail forcé. Il y a des témoignages, encore la semaine dernière, des témoignages récurrents du fait que on fait travailler par la force, on oblige à travailler par la contrainte, et que et ce n'est pas seulement une image, c'est la réalité avec le fusil sur la tempe. Celui qui désobéit est abattu sur place. Et c'est cela la réalité des ressources naturelles centrafricaines qui ont été préemptées, dont une partie va au groupe Wagner et dont une partie qui reste à évaluer va aussi à l'État de Russie. Et c'est un des moyens, République centrafricaine, mais aussi d'autres États d'Afrique, c'est un des moyens qui ont permis à l'État de Russie de contourner les sanctions ou de tenir face aux sanctions qui ont été infligées liées à l'invasion, en tout cas à l'occupation de l'Ukraine. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation où la terre des Centrafricains ne leur appartient plus, leurs ressources ne leur appartiennent plus. Ils sont sur cette terre pour être des travailleurs de travail forcé. Les exactions qui accompagnent tout cela, l'État n'en bénéficie pas. C'est une situation intolérable à tout point de vue. Hein. D'où le fait que, comme vous le rappeliez tout à l'heure, nous sommes un certain nombre à combattre, ou en tout cas à nous engager à combattre ce phénomène-là, avec nos moyens qui, évidemment, n'ont aucune commune mesure avec les moyens dont dispose Wagner. Justement, Voilà. professeur, donc le 2 mars, il y a quelques jours, Oui. vous avez organisé ce colloque à la Sorbonne, l'intitulé « Répondre aux crimes de Wagner », etc., aux crimes commis par le groupe Wagner, je le dis en entier, en République centrafricaine, les défis de la responsabilité juridique. Par ailleurs, vous aviez créé dans les années 2010 une association, le Mouvement citoyen debout et solidaire. Alors, dont vous êtes le président, est-ce que, avec ce mouvement, vous allez apporter des réponses? Et ce serait quoi les réponses? Ou le début de réponse? Alors, Monsieur Mignoux, je vous remercie. Je ne mélange pas tout. Hein. Je vous remercie beaucoup pour cette question qui est très dense et qui, en fait, touche à deux aspects que je tiens à séparer, même s'ils peuvent se rejoindre dans l'avenir. Il y a l'aspect du 2 mars, qui est un colloque universitaire qui participe de la recherche scientifique. Et l'idée est bien sûr, toute recherche scientifique part toujours d'un constat, et du constat d'un problème qui existe et auquel on veut chercher des solutions, qu'on veut d'abord chercher à bien comprendre, et problème auquel on essaye de réfléchir à des solutions possibles. Le constat, c'est quoi? Le constat, c'est qu'en République centrafricaine, et d'ailleurs, dans le titre du colloque, il n'y a pas République centrafricaine, hein, c'est répondre aux crimes commis par le groupe Wagner dans le monde entier. Ah bon. On en a en République centrafricaine, on en a au Soudan, on en a en Libye, on en a dans le Sahel, on en a dans d'autres pays d'Afrique, mais on en a aussi à l'extérieur de l'Afrique. En Syrie, par exemple, où les Wagner sont intervenus, aujourd'hui en Ukraine. Donc, on constate qu'il y a des exactions, des violations du droit et des violations graves des droits humains, avec des victimes, évidemment, mais qui restent impunies. Et on se pose évidemment la question de la raison de cette impunité. La raison n'est pas seulement dans la violence projetée par Wagner. La raison se trouve également dans le fait, peut-être plus fondamental, que Wagner a été pensé, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été pensé pour échapper au droit. Wagner n'est pas, par exemple, on emploie différents termes pour qualifier Wagner. Le terme que vous avez employé tout à l'heure de mercenaire, il y a un droit qui s'applique au mercenariat, que ce soit au plan international avec la Convention internationale ou que ce soit en Afrique avec une Convention africaine contre le mercenariat. Sauf que on s'est organisé de telle sorte
que l'agent de Wagner, le membre de Wagner, ne correspond pas exactement à la définition du mercenaire. Donc vous ne pouvez pas mobiliser les instruments juridiques pour cela. D'autres parlent inscrivent le groupe Wagner dans la catégorie terroriste ou terrorisme. Il y a aussi des textes au plan international pour lutter contre le terrorisme. Sauf que Wagner ne se présente pas comme un ensemble terroriste. Pour aller à l'essentiel, Wagner, je dirais presque que c'est un ovni. C'est une galaxie, une nébuleuse. D'ailleurs, le terme a été employé lors du colloque. C'est une nébuleuse. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Wagner arrive, il y a une dimension de sécurité où il va participer à la sécurité. Wagner va créer plusieurs personnes juridiques à côté sous la forme de sociétés qui sont indépendantes les unes des autres pour un juriste. Donc quand vous recherchez, quand nous parlons du groupe Wagner, la question de la responsabilité à qui on attribue l'exaction qui a été faite ici, est-ce que vous pouvez l'attribuer au groupe alors que ce groupe est une myriade d'organisations, de personnes juridiques qui sont dans le pays, mais qui sont en rapport également, un rapport totalement opaque, avec des groupes similaires qui sont installés en Russie ou qui sont installés dans d'autres pays. Donc, on a ce défi-là. Et pour ce colloque, qui est une œuvre collective, je le rappelle, je tenais à le rappeler, ce colloque a été organisé dans le cadre de l'Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne, dont je suis membre, et c'est à ce titre que j'en ai pris la direction scientifique. Mais surtout, c'est une œuvre collective parce que nous avons réfléchi ensemble avec des organisations, la Fédération internationale des droits de l'homme, Trial International, Truth Hounds, une organisation qui s'appelle All Eyes on Wagner, par exemple, avec le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. En amont, nous avons construit ce colloque ensemble à partir, je dirais, d'une exigence qui est celle de rétablir le règne du droit, que le droit puisse s'appliquer au groupe Wagner comme il peut s'appliquer à tout criminel, à tout crime, et d'accompagnement des victimes qui sont les laissées pour compte dans tous les théâtres d'opération que nous avons évoqués. Les victimes de Wagner ne sont promis qu'à, je dirais, à la désespérance, parce qu'ils se tournent vers les procédures nationales. On ne les écoutera pas, on ne les entendra pas, au pire même. On peut attenter à leur vie, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'un des réflexes de Wagner, c'est de prendre possession de l'État, y compris de la justice d'État. Et au plan international, nous avons des mécanismes qui existent aujourd'hui, mais qui ne sont pas des mécanismes qui sont juridiquement calibrés pour Wagner, pour ce qu'est Wagner dans la réalité. Et donc, à partir de là, nous nous sommes dit, il faut que tous les juristes qui sont dans différents champs, qui appartiennent à différentes organisations, nous nous sommes réunis pour essayer de réfléchir, d'abord pour connaître intimement et de façon fine ce qu'est Wagner, ce qu'est son organisation, ce que sont le contenu de cette constellation, quels sont les modes opératoires, la manière dont les crimes sont commis, y compris des manières nouvelles qui ne sont pas saisies encore par le droit, parce que Wagner fonctionne en réseau, et en réseau transnational, voire même transcontinental. Et le droit international d'aujourd'hui n'a pas les outils nécessaires pour répondre à cela et pour y répondre efficacement. Et donc, l'objectif était celui-là. Et c'est un élément qui nous apparaissait nécessaire comme étant le socle d'action, le socle des actions qui pourraient être engagées par d'autres organisations, des cabinets d'avocats, des organisations de la société civile, en Afrique, en Asie, je veux dire au Moyen-Orient, en Europe, etc. Et c'est là qu'on arrive à ce que vous évoquez, c'est-à-dire Citoyens debout et solidaires. Avant même d'organiser ce colloque, il va de soi que nous avions commencé pour la République centrafricaine à nous battre, notamment à travers l'organisation Citoyens debout et solidaires, qui depuis lors, depuis sa création, a participé et participe aujourd'hui à des plateformes d'organisation, et notamment à une plateforme d'organisation dont je suis le coordonnateur général, qui s'appelle Rassemblement unitaire centrafricain. Nous menons ce combat-là et nous essayons et nous essaierons toujours, nous
tenons à le mener de concert avec d'autres organisations dans d'autres pays et ailleurs. Alors, comment répondre Répondre d'abord, c'est accompagner les victimes. Pour nous, en tant qu'organisation de la société civile, l'enjeu le plus important, c'est qu'on puisse enfin écouter ces voix qu'on n'écoute pas, qui ne sont pas audibles. C'est de représenter ces voix-là. Ensuite, c'est d'offrir, le cas échéant, notre aide pour accompagner des actions juridiques. Et en ce sens-là, tout ça est en cours de construction et cela se fera, je dirais, de concert avec d'autres organisations qui sont déjà sur la place. Je mentionnais tout à l'heure la Fédération internationale des droits de l'homme. Il est tout à fait naturel qu'on puisse travailler ensemble sur des cas concrets demain. Trial International, enfin toutes ces organisations que j'ai citées tout à l'heure. Et donc, ce que je peux vous dire pour conclure, c'est que nous sommes déterminés à mener ce combat, même s'il y a une disproportion des moyens. Wagner, aujourd'hui, a les moyens de l'État. Nous ne l'avons pas. Mais je pense que c'est cela aussi. Nous avons ce devoir non seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir, pour ce qui concerne la République centrafricaine de Centrafricains, mais pour ce qui concerne l'Afrique, des Africains qui vont nous suivre, nos enfants, nos petits-enfants, etc., pour qu'ils se retrouvent enfin libérés sur leur terre. Je parle en termes de libération parce que ce qui est en train de se passer, c'est une nouvelle recolonisation. C'est une nouvelle colonisation. Et on ne peut pas admettre que ceci existe au XXIe siècle. Vous avez une adresse de site internet, de contact? Alors, on peut m'écrire. Alors, nous avons Citoyens Debout et Solidaires qui a un site internet sur, sur la toile. Oui. Vous tapez Citoyens Debout... Non, pardon, pas Citoyens Debout et Solidaires. C'est Rassemblement Unitaire, pardon. Rassemblement Unitaire. Vous tapez Rassemblement Unitaire sur Google ou un autre moteur de recherche, vous allez arriver sur la page du Rassemblement Unitaire et vous avez des options pour nous écrire, soit écrire directement à la coordination générale, soit écrire, nous avons quelques antennes régionales, soit écrire à l'antenne qui appartiendra à votre région, mais j'invite ceux qui le souhaiteraient à aller faire cette recherche-là. Je n'ai pas l'adresse exacte dans la tête, mais en tapant sur les moteurs de recherche, on y arrive. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie infiniment. Et de nous avoir éclairé brillamment sur cette obscure affaire Wagner qui fait bien du mal là où elle passe, quoi, en fait. Merci beaucoup. C'est un mal que nous essayons de contribuer à éradiquer. Je vous remercie. Et quant à nous, nous nous retrouvons dans 15 jours et merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Ils arrivent. 2 voix, 2 regards aiguisés sur l'actualité africaine.